Alors, on va parler de la vente de valeur. Qui voudrait me donner une définition? C'est quoi la vente de valeur? Bon, il y en a que j'ai formé dans la salle. Alors, si vous ne répondez pas, je vais passer pour une quiche. C'est quoi la vente de valeur? Anaïs? Ah bah ouais. Vous m'entendez? La vente de valeur, c'est proposer une stratégie, une configuration de services et technologiques en adéquation avec les besoins d'un prospect. Mhm. Très bien. Bonne définition. Qui d'autre? Agnès? D'accord. Quoi d'autre? François, t'es en retard. Oh, c'était dommage, je vous connais tous. Rapprochez-vous. Alors, c'est quoi? Bah, justement, François, c'est quoi la définition de la vente de valeur? Qu'est-ce qu'on appelle la vente de valeur? Comment tu la définirais? Quand on vend de la valeur, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Très bien, aussi, délivrer des engagements. Ok. Si je vous montre ça, une Rolex à 20 000 euros, qui pense que ça vaut 20 000 euros? Qui pense que cette Rolex vaut 20 000 euros? Qui pense que cette valeur? Yanis, Julien, levez la main. Hein. Ok. Bon, je ne suis pas là pour tester votre niveau de vie. Qui a les moyens de s'acheter cette Rolex? Ok. C'est pas le but de ma question, c'est pas votre niveau de vie. Encore une fois. Qui pense que cette Swatch vaut 100 euros? Ça les vaut. Levez la main, ok. Qui a les moyens de s'acheter cette Swatch? Ok. Qui pense que... Je les ai pas, hein. Bah pas là en tout cas. Parce que toute la journée, c'est pas possible. Qui pense que cette paire de Louboutin, elle vaut bien, c'est 700 euros? Clarisse, viens. Devant. Qui pense que ça vaut 700 euros? Ok. Qui a les moyens de s'acheter? Ok. Déjà, on a beaucoup moins de monde. Venez devant avec moi parce que Nicolas. Voilà. Qui pense que cette paire de Minelli ça vaut 160 euros? Levez les mains parce que... ok. Et qui a les moyens de se l'acheter? Ok. Est-ce que vous avez compris le message? Quel message je suis en train de vous faire passer? Exactement. Vas-y, développe Julien. Sur le fait que la valeur, elle n'a de valeur vraiment que si elle est perçue par le client. Voilà, première conclusion. Deuxième. Donc, la valeur est effectivement les moyens. Ok? Sans pour autant avoir le budget pour se le permettre. Ok? Donc, et la troisième notion que je voulais vous faire passer aussi, c'est que la valeur, elle est différente pour chacun. Donc effectivement, il y a des gens qui vont dire oui, ça vaut 20 000 euros, et ça les vaut, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et il y a des gens qui vont dire, bah non, moi je trouve que ça les vaut pas du tout, quoi. Donc c'est la façon dont nous, en tant que vendeurs, on va communiquer sur cette valeur, hein, pour que notre acheteur en face, il perçoive que ça a de la valeur, ce qui ne veut pas dire qu'il va acheter, parce qu'il faut encore qu'il aille chercher le budget pour s'offrir la Rolex ou pour s'offrir les Louboutins. Ok? La façon dont je vais, parfois j'ai pas les moyens, mais je vais aller chercher les moyens. Quand je vais chercher les moyens pour aller pour aller acheter mes Louboutins ou ma Rolex à 20 000 euros, parce que je trouve que effectivement ça les vaut, et en plus je les veux. Sur quoi je suis? Yanis, l'intention est donc
Pourquoi un acheteur va se dire bah ouais, je vais aller les chercher les 20 000 euros parce que je pense que j'ai vraiment besoin de cette Rolex. La conviction, elle vient de chez qui? De vous. Exactement. Donc quand vous vendez votre valeur, vous vendez le fait que effectivement ça vaut 20 000 euros, mais pas parce que ça vous en coûte 10, parce que ça en vaut 20. Et vous vendez aussi le fait que bah, avec sa Rolex ou ses Louboutins, la vie sera beaucoup mieux. Et si moi, aujourd'hui, je considère que de briller sur scène avec des chaussures à semelles rouges vaut beaucoup pour moi, je vais aller économiser pour mettre les 700 euros dans les Louboutins. Et si je considère que y a d'autres choses dans la vie qui sont prioritaires, c'est pas pour ça que je considère que les 700 euros ne sont pas justifiés, mais je décide de mettre mon budget ailleurs. Donc l'acheteur, il fait ça toute la journée. Enfin, l'acheteur ne décide pas. C'est ce qu'ils vous font croire. Il influence. Oui, c'est vrai, je en parle en connaissance de cause. Je l'ai fait 5 ans, ce métier. Donc, les 160 euros, je considère que si vous n'avez pas réussi à faire adhérer à votre cliente, en l'occurrence, qu'il valait mieux, sa vie serait mieux avec une paire de Louboutin à 700 qu'une Minelli à 160, c'est que vous n'avez pas vendu la valeur. Mais pas que, parce que, Véronique, tu disais, je pense que ça vaut 20 000 euros, mais que je n'ai pas les moyens. Donc, il y a 2 possibilités. Si votre client n'a pas les moyens, qu'il a les moyens d'acheter effectivement une Swatch et vous vendez de la Rolex, c'est que vous êtes trompé de cible. C'est pas grave, ça arrive, vous passez votre chemin. À un moment donné, il faut dire stop. Parce que ça vaut, votre cost of sale, si vous entêtez, vous avez un cycle de vente extrêmement long et votre cost of sale, coût de vente, pardon, il est extrêmement élevé. Et le but d'un directeur commercial, vous êtes nombreux à être dans la salle, c'est d'avoir effectivement le plus de clients possible, un taux de transformation le plus élevé et bien sûr un cycle de vente le plus court. Donc, tout est dans la façon. Donc là, on est en B2C, maintenant on va parler du B2C, B2B, mais tout est dans la façon dont on présente les choses. Et vous avez des clients qui ont les moyens d'acheter une Swatch, vous avez des clients qui ont les moyens d'acheter une Rolex, pareil pour les Louboutins et les Minelli, sachez qui peut acheter quoi. Et à un moment donné, si vous avez la compétence et tout l'argument dont on va parler après, de vous dire, moi, lui, je peux le faire basculer là, allez-y. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais si le chemin est trop long et que ça prend trop de temps par rapport à d'autres clients qui peuvent acheter ça, revariez votre priorité. OK ? Donc la vente de valeur, elle est différente. Merci pour ceux qui ont répondu au message que je voulais faire passer. Et aussi parce qu'on s'adresse à des populations différentes. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez des hommes, des femmes, des gens qui sont en début de carrière, vous avez des gens qui sont en milieu de carrière, des gens qui sont en fin de carrière. Ils n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Ils font voyager des voyageurs jeunes, des voyageurs moins jeunes. Louis-Xavier en parlait ce matin. La nouvelle génération, elle pousse sur peut-être voyager moins, voyager plus green, etc., etc. Donc, on va s'adresser à une population, et c'est là notre difficulté quand on fait de la vente complexe, donc de la vente avec des multi-interlocuteurs, c'est que nous, on doit répondre à tous ces gens-là. Mais par contre, quand on est dans notre cycle de vente, on doit savoir quels sont les gens dans l'entreprise qui ont le plus d'influence parmi toutes ces cibles différentes. Et se focaliser sur les besoins de ces personnes qui vont avoir l'influence, à qui le besoin doit être répandu en priorité. OK ? Donc, vendre de la valeur, c'est de se dire, j'ai une Rolex, il faut que la personne comprenne qu'avec les 20, même si elle met 20 000 euros, sa vie sera bien meilleure. Si cette femme porte des Louboutins, sa vie sera bien plus belle, elle sortira mieux dans sa vie, et donc je vais la convaincre de mettre 700 euros dans une paire de chaussures. Mais peut-être qu'effectivement, la personne qui est en fin de carrière et qui a plus envie de se montrer, ça ne l'intéresse pas. Donc, encore une fois, c'est aussi personnaliser son argument en fonction de qui on a en face. Et personnaliser, personnaliser, personnaliser. Je le dis jamais assez, et j'en ai vu des erreurs quand j'étais de l'autre côté de la barrière.
Les étapes de l'achat complexe. Alors, je vous donne la première. On définit les attentes. C'est quoi la deuxième étape? Alors, ceux que j'ai formés, ils pourraient répondre. Hein. C'est quoi la deuxième étape? Merci, Charlotte. Donc, je vais aller chercher sur le marché, ensuite, les différentes alternatives de fournisseurs potentiels. Troisième étape. Bah, vous faites ça toute la journée. Hein. Les inquiétudes. Extrêmement important, puis je vais le développer un tout petit peu après. Pourquoi on est inquiet avant d'acheter? Ouais, quel risque? Financier. C'est quoi le risque financier quand on fait aux achats? Non, ça c'est pas le risque financier, le trop cher. Rien à voir. C'est pas le risque. La faillite. Quoi d'autre comme inquiétude ou comme risque? Satisfaction. Pourquoi? Ouais. Ouais. Parce qu'on veut que ça se passe bien pour... Exactement. Fonction support. Je t'appelle quand ça va pas, je ne te dis jamais merci quand ça va. C'est une fonction ingrate. Et quand on pense, quand on a été vendeur, et je le pensais aussi avant de passer aux achats et de repartir à la vente, parce que pour moi c'est plus sympa, c'est pas simple d'acheter. Parce que quand on s'appelle Carlson, quand on s'appelle Amex, quand on s'appelle BCD, quand il y a une grande TMC, on sait tous, au sein de nos entreprises, nos USP. Parce que on est effectivement nourri par le marketing. Nous, on connaît par cœur notre différence. De l'autre côté, ce n'est pas le cas. On est tous vus plus ou moins pareil. Donc, ce n'est pas si simple, quand on arrive sur une catégorie d'achat, de se dire qui est le bon fournisseur. Et comme tu le dis, Julien, j'ai ma crédibilité et c'est surtout que comme je ne suis pas décideur dans une entreprise, je suis un consultant quand je suis acheteur, j'influence une décision, dans le bon ou dans le mauvais sens pour vous, mais si ça ne va pas, c'est à cause de moi, si ça va, c'est grâce à eux. Mais ça, c'est le lot de toute fonction support. Que vous soyez DRH, vous soyez CFO, quand ça ne va pas, c'est à cause du CFO ou la DRH. Le DRH t'a trouvé un mauvais candidat. Quand ça va bien, grâce à moi, on a recruté la perle d'avante. C'est toujours comme ça. Donc, quand vous passez d'une fonction vente, ce qui m'est arrivé, à une fonction support, c'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que c'est pas facile d'acheter. Et il va y avoir des inquiétudes que je vais développer un peu plus tard. Et pourquoi j'insiste sur les inquiétudes? C'est parce que parfois, juste avant de faire votre closing, vous dites « Mais pourquoi il revient sur ces trucs-là? Pourquoi ça met du temps? Pourquoi les acheteurs ne répondent pas? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont relous? Ils m'ont donné 15 jours pour répondre à mon appel d'offres et ils mettent 10 ans à répondre à me donner une réponse. » Je vous expliquerai pourquoi après. Ce n'est pas pour vous embêter. Parce que les inquiétudes, il n'y a pas que l'acheteur qui les a. C'est tout l'écosystème avec qui il bosse. OK? Donc ensuite, on a la décision de choisir son fournisseur. Et ensuite, l'implémentation. Merci Charlotte. Donc je vais utiliser le fournisseur, en tout cas le faire utiliser. Et ici, Dixit Witold Horodecki, que je cite, qui est patron des achats aux États-Unis et en Amérique latine chez Capgemini, qui a été un des membres du board fondateur avec moi il y a 10 ans, il m'a toujours dit « Carole, ici commence le nouveau cycle de vente. » OK? Pour quelle raison? Le nouveau cycle de vente pour le vendeur. Pour vous. Oui, mais pourquoi ça commence là? Déjà, exactement. Merci Julien. Parce que ici, si ça ne marche pas, et beaucoup, alors je ne connais pas toutes les organisations dans cette salle, mais une partie, vous avez effectivement souvent dans vos organisations des équipes de vente, des équipes d'implém et des équipes d'account management, où on vend des trucs qu'on ne peut pas implémenter, c'est la vie de tout le monde, mais c'est la vie de l'ensemble des entreprises. Ce n'est pas le business travel. Moi, je travaille avec d'autres entreprises qui sont dans le même cas de figure. Il faut juste que le gap soit pas trop grand à combler. Et effectivement,
si là, ça ne marche pas, aux premières occasions, il remettra un appel d'offres pour remettre en cause parce que vous lui avez terni, voire tué sa crédibilité. Il vous a fait confiance, il vous a recommandé, encore une fois, il ne décide pas. Mais là, votre nouveau cycle de vente. Et ceux qui sont dans la salle, qui est en account management dans cette salle? Ok. Donc là, votre job de vente, il est là. Parce que vous devez aider, vous aider déjà, mais aider votre acheteur à trouver les bons arguments, à réduire le gap le plus possible pour que justement, à ce moment-là, ils ne se disent pas, bon, prochain RFP, ils sont dehors. Donc le nouveau cycle de vente. Donc effectivement, quand on dit la compte management, ils ne vendent pas, c'est faux. La compte management ne fait que vendre tout le temps. On rattrape et ensuite on fidélise. Et la fidélisation, c'est de la vente. Et la dernière étape, le suivi. Et on recommence en permanence. Pourquoi je vous montre ce cycle d'achat complexe? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur votre cycle de vente. Donc, vous avez votre CRM, avec votre gestion de funnel. Et souvent, vous oubliez ça. Et en fait, le plus important, c'est de synchroniser les deux cycles. Pour quelle raison? Pour quelle raison il faut accorder autant d'importance, d'ailleurs, en priorité au cycle d'achat de votre client et ensuite à votre cycle de vente? Qui se synchronise avec quoi? En termes de synchronicité temporelle. Pourquoi c'est important que les deux soient synchrones? Pour ne pas arriver ni trop tôt ni trop tard. Tout simplement. Donc quand vous faites effectivement de la qualification de compte et que vous rentrez, vous, votre cycle de vente dans votre CRM, lead, nurture lead, prospect, etc., il faut mettre en face où votre client en est dans son cycle de vente, dans son cycle d'achat, pardon. Parce que si vous arrivez en disant bonjour, monsieur Durand, on a une nouvelle solution, puis qu'il en est là, dommage. Ok? Donc, s'il en est là, vous le notez effectivement, puis vous allez revenir un tout petit peu après. Ok? Donc, penser cycle de vente, c'est bien, c'est notre métier, c'est notre quotidien. Mais si on oublie le cycle d'achat, on a malheureusement des chances d'être désynchronisé et donc d'arriver soit trop tôt, soit trop tard. Alors, il n'y a rien de grave, c'est juste que vous perdez un tout petit peu de crédibilité. Et comme on sait qu'il faut 7 interactions positives pour effacer une négative, vous ne vous aidez pas. Ça va? Des questions? Non? C'est clair? Oui? Susciter quand même le fait d'aider le client à passer sur une étape suivante. Explique. Tu veux un micro? Un cas concret, par exemple? Le fait qu'il y ait des nouveaux usages, que ça induit des nouvelles choses, peut lui le faire travailler et passer à une étape supplémentaire de sourcing ou des choses comme ça, alors qu'il n'aurait pas envisagé, il n'avait pas vu. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? Oui, mais justement, c'est accéléré. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire? C'est effectivement ton rôle d'accélérer, ou en tout cas de redéclencher peut-être effectivement un cycle, mais bien avant, il faut quand même t'étudier où il en est. Mais bien sûr, vous avez une Swatch, mais vous vous rendez compte que maintenant il y a des Rolex sur le marché, quoi. Mais oui, bien sûr que c'est ton rôle. Mais pour faire ça, il faut que tu saches où il en est malgré tout. Parce que s'il est là, tu auras plus de chances de le faire accélérer, si tu veux, son appel d'offres que s'il est là. Parce que malgré tout l'intérêt qu'il va porter à ce que tu es en train de lui raconter et toute l'envie où tu as envie de l'emmener, il va dire c'est génial, je veux le suivre, lui, sauf qu'il a une direction des achats avec une politique achat et des cycles. Donc oui, tu peux faire des exceptions, hein, et j'en ai fait. Quand il y a des nouveautés qui arrivent, tu relances un appel d'offres. Mais tu auras plus facilement de chances de le faire ici que de le faire ici. Voilà, c'est tout. Très bonne remarque. D'autres commentaires? Comment vous gérez vos cycles? Est-ce que quand vous gérez vos cycles de vente, vous avez bien ça en tête?
Est-ce que vous matchez sur tous vos clients? Oui, non, dormez. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Mm. Mm. Ouais, pour influencer le contenu, tout à fait. Mais si tu ne connais pas ton client, enfin ton prospect en l'occurrence, ton lead, donc ça n'existe pas, tu connais tout le monde, Charlotte, ok. Mais effectivement, quand tu ne sais pas, et donc quand tu ne sais pas, effectivement, quand va être lancé l'appel d'offres, il faut aller chercher ces informations avant de dire ah bah oui, et puis c'est éviter d'être un lièvre. Mais bon, je vais pas le traiter aujourd'hui. Mais effectivement, plus vous avez cette démarche de bien synchroniser, moins vous avez de risque d'avoir un appel d'offres qui vous tombe sur les pieds, parce qu'un appel d'offres qui vous tombe sur les pieds, en général, vous êtes souvent le lièvre. Hein. En plus, quand on est en account management, tout à fait. Donc, effectivement, ça veut dire que quand on est là, on travaille et là qu'on travaille. Alors, comment on évite un appel d'offres et quels sont les cas où on ne peut pas éviter l'appel d'offres? Marché public, j'ai entendu. Oui. Pourquoi? C'est un code. Code, ok. Quel autre dans le privé aussi, parfois, c'est difficile. Pourquoi? Oui, qui s'appelle la politique achat, qui effectivement met des règles de compliance. Vous avez des acheteurs qui, malgré votre bonne relation avec eux, donc ne vous offusquez pas, sont obligés par leur management, en fonction de l'importance du volume, de la difficulté et du temps d'implémentation. Forcément, si vous mettez 1 an à implémenter un fournisseur, vous n'allez pas mettre sur une règle où vous changez fournisseur tous les 2 ans. La durée des contrats, donc vous avez dans une politique une politique achat, excusez-moi, en fonction des catégories d'achat, des volumes, vous avez des renouvellements imposés, des fréquences de renouvellement imposées. Ce qui ne veut pas dire que quand on est acheteur, on est lié à la politique achat. Hein. On a aussi le droit d'être stratège et d'aller défendre une exception si on la vend bien. Hein? Exactement, tout à fait. Alors, les étapes de vente. Je mets toujours celui-là et ceux qui me connaissent, qui ont fait mes formations, savent pourquoi. Si vous faites ça bien, vous pouvez juste aller à la signature. C'est la partie la plus importante. Et j'insiste beaucoup, pour ceux qui ont passé un peu de temps avec moi, sur cette partie-là. C'est en qualifiant que vous vendez. Le reste n'est que du plus. Mais la base, si vous voulez construire la confiance avec votre client, posez-lui les questions. Et comme dit Vera, qui est l'ancienne présidente, on a été pas mal de filles en fait, présidentes, hein, qui a eu la gentillesse de faire une interview que je diffuse dans mes formations. Elle dit, moi j'ai pas souvent des questions et ne vous attendez pas à avoir des réponses si vous ne posez pas des questions. Et les acheteurs souvent, c'est un peu ce qu'ils vous reprochent. Ils posent pas assez de questions, ils sont dans leur truc. Donc si vous ne faites pas ça correctement parce que vous êtes sûr, vous l'avez fait dans votre tête, ça ne marchera pas. Parce que c'est la pertinence de vos questions qui va créer la confiance envers votre prospect. OK ? Le reste, je dirais, vous connaissez ça par cœur, l'ouverture, la proposition et la conclusion. Et pour moi, même, bien sûr qu'il faut faire une proposition, bien sûr qu'il faut aller défendre, mais si vous avez fait une bonne qualif, les 2 étapes pour moi clés, c'est celles qui sont en grise et la proposition, elle doit être très rapide dans le cycle de vente. Je ne parle pas d'account management, là, je parle vraiment ce que tu fais, Anaïs, acquisition, etc. La qualification est clé. Posez les bonnes questions. Parle-moi de moi avant de me parler de toi. C'est humain, le cerveau fonctionne comme ça. Nos intérêts respectifs, quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, c'est nous-mêmes, notre sécurité en tant qu'être humain. Plus tu me parles de moi, plus je t'écoute. C'est humain. Regardez dans vos copains, dans vos copines, si vous avez des copains qui ne parlent que d'eux, vous allez arrêter la relation. Et bien dans la vente, c'est exactement pareil. Parlez-moi de moi avant de me parler
de vous. Donc si vous vous intéressez à l'acheteur en entonnoir, ce qu'il fait, depuis combien de temps il est dans la boîte, est-ce qu'il aime les achats, pourquoi il fait ce job, cette catégorie, l'entreprise, et ensuite ces challenges, intéressez-vous aux gens, mais sincèrement, parce que le fake, ça ne marche pas. Donc si vous n'aimez pas ce métier, ben, changez. Mais ce métier, c'est vraiment, j'aime les gens. Et je le ressens. Hein? N'est-ce pas, Hélène? Je te vois là-bas. Donc, pour moi, la vente de valeur, c'est je pose des questions et je ne parle pas beaucoup. Donc, c'est je passe beaucoup plus de temps en entretien à poser des questions qu'à vendre ma sauce. Et je ne vends pas ma sauce, je fais des recommandations d'experts, ce qu'on appelle la vente, aussi la vente conseil, la vente de valeur. Et quand vous avez un acheteur qui vient d'arriver sur la catégorie, imaginez l'opportunité d'éducation. Donc comme je dis dans mes formations, c'est quand vous recevez un RFI, surtout ne vendez pas ne répondez pas à un RFI en disant bah, nous on est les leaders là-dedans, on fait ça. Alors les leaders déjà ils détestent, hein. Donc, parce que tout le monde est leader un peu dans son jardin. Donc ça c'est absolument pas crédible. Mais quand vous avez l'opportunité, parce qu'il y en a peut-être de moins en moins, je ne sais pas, de recevoir un RFI, qu'est-ce qu'il faut que vous disiez? Quand on reçoit un RFI, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à l'acheteur? Mais qu'est-ce qu'on se dit par rapport à l'acheteur? Ben non. Il est en recherche d'informations. Donc ça veut dire quoi s'il est en recherche d'informations? C'est quoi? Il ne connaît pas. Donc soit il est nouveau sur la catégorie, soit il est dans une boîte qui a envie de tout révolutionner, donc il cherchait des alternatives, comme tu l'as dit Philippe. Et donc, votre réaction, c'est quoi? Quelle doit être votre réaction optimale? J'ai entendu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas lui amener comme information? Mais conseil de quoi? Merci. De l'information marché. Donc, quand vous répondez à un RFI, ne dites pas « on est les meilleurs, on sait faire ça et machin ». Non, voilà le marché. Voilà les différentes tendances. Et là, vous gagnez. Vous gagnez la confiance tout de suite. Parce qu'il se dit « ah, j'ai un prestataire qui ne va pas me vendre sa solution, qui va m'expliquer le marché ». Et c'est comme ça que vous pouvez faire la différence. Parce que de l'extérieur, d'autant plus s'il est nouveau sur la catégorie, une TMC, c'est une TMC. Hein. Un HBT, c'est un HBT. Hein. Donc, comment je fais la différence? Bah, la différence, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous. C'est tout. La différence, c'est votre capacité à l'aimer, à être empathique, à poser les bonnes questions, à réfléchir pour lui, à faire en sorte qu'il brille. La différence, c'est vous. Alors, les patrons de produits ne seraient pas contents, mais globalement, je vous donne, quand on est acheteur, on ne voit pas trop de différence. La différence, c'est vous. Donc, vous avez tout à jouer, en fait. Le jeu, il est chez vous. Alors, je voudrais vous parler aussi des étapes de com, parce qu'on parlait de qualification. On applique des filtres en permanence. Donc, dans une communication, on a quoi? On a l'émetteur d'un message et le récepteur. Le récepteur, ça peut être soit l'émetteur, le vendeur, le récepteur, le client, ou vice-versa, peu importe. L'émetteur, le client, le récepteur, le vendeur. Mais là, je vais vous parler encore une fois de cerveau. Je sais, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, donc c'est un sujet qui me passionne. Et faites l'exercice chez vous, avec vos copains, vos maris, etc. C'est toujours la même chose. Conception, présentation, réception, compréhension, intégration. D'un côté, je conçois ce que je vais dire, je dis. De l'autre côté, la personne reçoit un message, le comprend ou pas. Combien de fois vous direz, mais tu ne comprends rien, cet acheteur? Bah ouais, alors parfois c'est vrai, mais parfois c'est est-ce qu'on a bien expliqué? Parce que comme je dis, ça choque certains, on a les clients qu'on mérite et on a les fournisseurs qu'on mérite. Donc la responsabilité, elle est bidirectionnelle. Donc moi, au lieu de me dire, bah, mon client ne comprend rien, peut-être que moi, je peux peut-être, comme moi je suis en vente, donc c'est à moi de m'adapter.
Donc peut-être que j'utilise pas le bon vocabulaire. Peut-être que GDS, NDC, tout ça, tout mon vocabulaire travel, lui, il sait pas ce que c'est. Voilà. Donc je réfléchis à la façon dont je vais m'adresser à lui. Et quand je dis la façon, c'est en incluant le langage. OK ? Combien de fois les acheteurs disent mais ils parlent de langage travel, je comprends rien. Puis eux, vous dites mais pas un langage d'achat, je comprends rien. Bah, comme nous on est vendeurs, bah, c'est la vie, c'est à nous de nous adapter. Donc apprendre comment ils parlent. Donc ça, c'est les grandes étapes de la communication. Tout le monde est d'accord avec ça. Que ce soit perso, pro, on est tous pareils. On réfléchit à ce qu'on dit, on présente, l'autre soit, l'autre comprend ou pas. Et en général, quand il ne comprend pas, il n'intègre pas, ben c'est remettons-nous en question de savoir comment, est-ce qu'on l'a tapé au bon endroit dans les émotions, hein? Quelles sont les 2 grandes émotions pour vendre, faire déclencher une décision pour ceux qui ont fait mes formations? Yanis? Les 2 émotions, la peur et la miricorée, c'est quoi? Les serrures Loxam, on est sur quoi? La peur. Quand la miricorée, on est sur le rêve. OK? Les 2 émotions qui vont faire que votre estomac va commencer à prendre une décision, c'est la peur et le rêve. OK? Alors, je voulais vous parler des filtres. Il y a ce que je sais dire. Oh putain, je sais plein de trucs, moi. J'ai la roadmap produit, j'ai la présentation du marketing, j'ai tous les arguments, je vais tout balancer pour montrer que je sais plein de trucs. Ce que je veux dire, donc déjà, ça, c'est votre travail de préparation. Entre ce que je sais, j'ai bien effectivement qualifié mon client, donc je vais préparer et filtrer ce que je veux dire, ce que je pense à dire. Donc si là, il y a un gap, ça veut dire que je n'ai pas préparé. En tout cas, pas assez. Combien de fois on est tous sortis de réunions en disant « Oh, j'ai oublié de dire ça, mince !» Bah ouais, bah plus vous préparez, moins ça vous arrive. Tout simplement, c'est basique. Ce que je crois dire. Et c'est là. Ça, c'est inconscient. Et on a des incompréhensions, même dans nos vies. Mais je te l'ai dit. Mais non, je ne te l'ai pas dit. Mais si, je te l'ai dit. Tout le temps. Sauf que dans le boulot, comme on est en compète avec d'autres, bah, faut être bien meilleur. Faut jamais être... comme on dit, l'excellence n'existe pas. Il faut juste être meilleur que le concurrent, en fait, pour gagner un deal. Voilà. Donc, ce que je crois dire, c'est je parle avec mes messages. Je te prends, mais c'est pas besoin. Carlson, voilà, ce que je crois dire. Ah ben, je lui ai dit. Et lui, il a entendu un message qu'il ne comprend pas forcément parce que c'est pas le bon langage, parce que c'était pas forcément un sujet qui l'intéressait. Donc, ce que je crois dire, c'est vraiment inconscient, on s'en rend compte après, quand on a un compte-rendu, on envoie un compte-rendu. Mais non, mais je ne vous ai pas dit ça. Bah si, je vous ai dit ça. Donc, faites bien attention. Et tout ça, c'est sur la préparation, et à la fin, c'est ce que je dis. Mais, je dirais, on ne va pas devenir des robots dans notre vie privée. Ces filtres s'appliquent en permanence aussi, hein. Et de l'autre côté, bah, effectivement, il y a ce que l'autre entend, ce qu'il écoute. Donc, pour éviter le filtre entre ce qu'il entend et ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, le diminuer, Philippe. Ouais, mais pour s'assurer qu'il a bien entendu, bah, t'as un micro à côté de toi. Ouais, mais avant. Je t'entends et je t'écoute. Qu'est-ce qui fait que... Ouais. Ouais, mais entre le moment où... Bon, Cécile, je vais te vendre je sais pas quoi. Et là, tu m'entends, tu entends ma voix. Mais au bout de 3 minutes, tu m'écoutes plus. Pourquoi? Et pourquoi je t'ai pas intéressée? Ouais, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui, et filtrer uniquement sur le contenu qui va faire que tu m'écoutes. OK? Pour éviter. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de filtres, parce que ces filtres sont aussi dans le cerveau humain. Mais éviter de les minimiser, en fait, ces filtres. Hein? Ce que l'autre comprend, donc là j'ai entendu reformuler, poser des questions, vous me suivez? Oui? Ben voilà, vous voyez ce que je viens de faire. Voilà, c'est QFD. Ce qu'il accepte, c'est-à-dire quoi ce qu'il accepte? Ouais. Quand on lève une objection, on s'assure qu'il accepte la réponse. Hein?
Pas qu'il soit d'accord, mais qu'il accepte. Ok. Donc ce qu'il accepte et ce qu'il retient. Imaginez le nombre de filtres. C'est juste pour vous faire toucher du doigt la complexité d'une communication entre deux personnes. Il y en a une qui est une star dans une boîte, c'est un vendeur. Une qui a une fonction support qui en prend plein la tête toute la journée, c'est un acheteur. Donc profils différents. Il y a quelques profils qui ont fait les deux. D'ailleurs, si vous avez des acheteurs qui ont été vendeurs, vous verrez que c'est un petit peu plus facile parce qu'ils ont eu votre langage à un moment donné. Je pense à Charlotte, typiquement, de Thalès. Et c'est pour vous montrer l'importance de poser les bonnes questions, de préparer et de s'assurer, puis de dire « Oh, ça s'est hyper bien passé la réunion. Combien de vendeurs? Il ne m'a pas posé de questions, c'est hyper bien passé. » Bah non, en fait. Ou alors un vendeur ou un account manager qui va voir que la BR, c'était une cata, on s'est fait challenger. Mais tant qu'un acheteur vous challenge, c'est génial, ça veut dire qu'il veut bosser avec vous. Le jour où il se tait, il est déjà en train de partir. C'est comme votre mec ou votre nana. Mais c'est pareil. Tant que ça argumente, c'est qu'ils veulent rester. Ils veulent essayer de la construire, cette relation. Le jour où ça se tait, c'est fini. C'est pareil, en fait. Je suis bien placée pour le savoir, mais je ne te raconterai pas ma vie. Mais c'est ça. Donc, ne vous dites pas, l'acheteur m'a challengé, c'est l'enfer. Non, si vous challenge, c'est qu'il a envie de bosser avec vous. OK? Quand un acheteur vous dit c'est trop cher, c'est bullshit. C'est pas trop cher. Souvent, c'est parce qu'il n'a pas envie de bosser avec vous. Parce qu'un acheteur qui a envie de bosser avec vous, il vous dit quoi? On négocie, merci Véronique. Bon, j'ai pas les moyens. Bon, la Rolex à 20 000, j'ai pas les moyens. On peut étaler, voilà. Il va venir renégocier s'il veut bosser avec vous. Donc le c'est trop cher, c'est bullshit. Excusez-moi, c'est l'argument facile. Et vous le faites dans votre vie privée aussi. OK? C'est l'argument qu'on sort quand on ne veut pas argumenter. OK? Et donc, pour éviter c'est trop cher, et après je m'arrête là, et si vous voulez me parler après, je serai là, c'est toujours un arbitrage entre l'importance du besoin et le coût de la solution. J'ai hyper envie de briller aujourd'hui avec mes chaussures Louboutin. Et donc, oui, je vais mettre mes 700 € dans mes Louboutins. Parce que mon besoin, il est hyper important. Et donc, je mets le coût. Et quand vous faites du B2B, c'est exactement la même chose. Et donc, votre job, c'est quoi, à vous, en tant que vendeur? Non, là, je suis sur la balance. Non, pas de compromis, sinon tu ne vends pas. Non. Par rapport à la balance. Là, il n'y a pas de décision. Merci. Qui a répondu? FaZe. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Bienvenue. Exactement, votre job à vous de vendeur, c'est d'augmenter l'importance du besoin. Et pas de diminuer le coût de la solution. On ne va pas toucher au coût, sauf que la balance va s'inverser. Et là, vous vendez. OK? C'est de me dire que, Carole, si tu n'as pas tes Louboutins, ta journée, elle va être virée, elle va être foutue. Tous les gens de la salle vont partir. Je vais dire, oh, mince, Gibitier ne va pas me payer. L'horreur. Donc là, je les mets les 700 €. OK? C'est ça, votre boulot de vendeur. J'augmente l'importance du besoin. Et donc, l'acheteur va pouvoir commencer à vendre en interne, parce que ce que je vous dis, c'est un acheteur est un vendeur, 50% de son job, c'est de la vente, et c'est pour ça que vous êtes les seuls à pouvoir l'aider dans ces 50%, parce que vous, c'est 100% de votre job. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail d'importance du besoin, donc il n'y a pas que l'acheteur, il y a l'ensemble des stakeholders du travel, mais on n'a pas le temps pour tout détailler, là, à ce moment-là, vous vendez. OK ? Une dernière notion avant de partir. Vous avez souvent tendance, quand je dis vous, je m'inclus aussi, j'ai été aussi vendeuse dans les TMC, HBT, etc., à confondre l'information et le problème et le souhait de votre client, parce que souvent, je vais dire une lapalissade, on répond, on écoute pour répondre et pas pour écouter. Et donc, nos voyageurs sont répartis sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine, c'est une information. Okay. À aucun moment, il vous a dit que vous voulez une TMC globale. On se calme. Mais c'est ça qu'on voit. Ah,
mais vous avez besoin d'une TMC globale. Non, il ne te l'a pas dit en fait. Il t'a juste dit que ces voyageurs étaient répartis sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Tu vas lui poser des questions pour l'amener à ce qu'il te dise qu'il veut une TMC globale. Mais si là, tu commences à argumenter tout de suite ce qu'il veut une TMC... Stop, ne pense pas à ma place, c'est insupportable. Fais en sorte que je pense comme tu veux que je pense en me posant les bonnes questions. Vous êtes des manipulateurs ou des influenceurs en fonction de si vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc c'est la façon dont vous allez poser des questions qui va dire si vous, bien sûr, vous avez envie de vendre un service global d'une agence. Et de l'autre côté, nous avons du mal à consolider nos données sur l'ensemble des pays. On n'est pas dans le besoin encore, mais le besoin, je ne vous le dirai pas parce qu'on doit aller manger. Là, j'exprime un problème. Donc déjà, j'avance. OK? Mais pour l'instant, il ne vous a pas dit qu'il avait besoin de vous. Hein. Attention. Là, on est dans le futur, on est dans le scène. Nous aimerions, dans le futur, dans le rêve, alors rêve galvaudé, bien évidemment, hein. Nous aimerions avoir un fournisseur qui comprend nos contraintes. Il n'a pas dit qu'il voulait bosser avec vous. Hein. OK? Donc, ça, c'est des phrases qu'on entend, hein, je n'ai rien inventé. Ne vous précipitez pas. Qualifiez, qualifiez, qualifiez. Et un dernier point avant le déjeuner. Au début d'un cycle de vente, un client, et ça c'est pour vous rassurer, en disant ils ne sont pas tordus, je ne fais pas mal mon travail, c'est humain. Et surtout, vous êtes des acheteurs, vous, puisque vous achetez aussi pour votre vie privée, ou vous avez peut-être été acheteur dans une autre vie comme moi. Au début d'un cycle de vente, votre client il va se focaliser sur ce qu'il obtient. Les solutions, les atouts, le gain financier si on est dans le travel, parce qu'on est effectivement sur des économies. Ça, c'est tout début de cycle de vente. Qu'est-ce qu'il me donne? Donc là, il est plutôt sympa, l'acheteur. Plutôt ouvert, etc. Et en fin de cycle de vente, et c'est humain, il va s'intéresser à ce qu'il doit donner lui. Donc quand je dis lui, l'entreprise. Donc lui, il apporte des problèmes. Lui, il apporte des risques. Et lui, il apporte de l'argent. C'est pour ça que les fins de cycle de négo, les fins de cycle de vente sont tendues. Parce que au fur et à mesure du cycle de vente, il a oublié l'argent. Il a oublié. Il n'est pas là-dedans. Il est sur vos solutions, vos innovations, vos démos. J'adore cet outil, etc. Je vais pouvoir loger mes voyageurs comme ils veulent, organiser les congrès que le marketing a envie d'organiser. Puis à la fin, ah bah ouais. Donc, mais ça c'est humain, c'est indépendamment de vos compétences ou de vos incompétences, ça n'a rien à voir. S'il vous embête à la fin, entre guillemets, sur l'argent, c'est parce que c'est comme ça. Moi, dans la vitrine, quand je vois les loups-boutins, je m'imagine sur scène avec un défilé, mes semelles rouges, je suis assise comme ça, ok? Là, je suis dans ce que les loups-boutins vont m'apporter. Je rentre dans le magasin, à un moment donné, il faut que je sorte les 700 balles. Et bien, parfois, je ne vais pas le faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Je vais sortir du magasin. OK? Et ça, c'est humain, c'est vous, c'est nous. On rêve toujours de ce qu'on veut avoir, puis à un moment donné, il faut penser à ce qu'on nous, on doit donner. OK? Et donc, pour finir, les inquiétudes sur le budget, elles sont au départ, et après, elles s'estompent et elles reviennent à la fin. Et sur, effectivement, les solutions, c'est l'inverse. Et ça, c'est que vous vendiez des loups-boutins, des Rolex ou du business travel, c'est exactement le même schéma. Je me concentre sur ce que je vais avoir et après ce que je dois donner, et notamment le risque. Ce dont on a parlé au début, donc la boucle est bouclée. Je ne peux pas me tromper. Acheter n'est pas simple parce que si ça ne marche pas, je peux sauter. Et je garde mon client si je dors le soir. Mon fournisseur, pardon, si je dors le soir et si je touche mon bonus ou j'atteins mes objectifs à la fin de l'année. Retenez ça. Merci beaucoup et bon appétit.